Bonjour à tous, bienvenue dans la tribune des décideurs. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une décideuse, en l'occurrence Sophie de Menton. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On va parler avec vous de toute votre activité, notamment en tant que présidente d'Ethique. Vous avez lancé une opération qui s'appelle J'aime ma boîte. C'est un thème à la mode en ce moment, on va y revenir. Mais on commence cette première partie de cette émission par la rubrique Commenter pour faire un point sur l'actualité économique. Une rubrique commentée donc, qui va commencer par un thème qui vous est cher, J'aime l'entreprise. Manuel Valls devant les représentants du MEDEF qui fait cette déclaration qui en a surpris plus d'un. J'imagine que vous étiez en train d'applaudir. J'étais évidemment très très contente parce qu'en plus, si vous voulez, de façon extrêmement prétentieuse, je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à voir là-dedans parce que ça fait quand même 12 ans que je m'attraque avec la fête des entreprises, J'aime ma boîte, et qu'il faut réconcilier, non pas les Français avec l'entreprise, mais enfin notre pouvoir, qu'il soit de gauche ou de droite, avec les entrepreneurs. Ça a été une vraie déclaration d'amour. Après, vous connaissez l'adage, il y a les mots d'amour, il y a les preuves d'amour. Est-ce qu'on a vu les preuves? Non, mais je suis un peu désespérée en ce moment, je vais vous dire. Alors, on est là pour dire la vérité. Déjà, malheureusement, en France, tout commence par les mots. Alors, ça se prolonge beaucoup. C'est d'ailleurs les mots pour les mots, M-O-T-S pour les mots, M-A-U-X, parce que dès qu'on a parlé, on s'imagine que c'est résolu. Ouais. Mais je pense que déjà, tenir un langage qui correspond à peu près à la réalité, c'est miraculeux. Et je vois le malheureux Emmanuel Macron qui, dès qu'il fait une déclaration, se fait immédiatement recadrer par la gauche, la droite, le centre, les frondeurs, par tout le monde. C'est navrant, mais c'est comme ça. Donc je crois que avoir déjà dit « j'aime l'entreprise », c'était, et d'ailleurs il y a eu des réactions très violentes, c'était déjà un pas considérable pour la gauche. Oui. Et on a vu en effet les réactions d'une partie de la gauche de la gauche, comme on dit, les frondeurs. Pourquoi est-ce que la droite n'a pas volé au secours d'un Emmanuel Valls, Schröder, Blair, qui pourrait justement emmener ce pays vers plus de réformes ? Ne me désespérez pas davantage. Je veux dire qu'on a aujourd'hui un clivage qui s'est mis dans l'entreprise d'ailleurs, parce que la lutte des classes aujourd'hui se retrouve dans l'entreprise. L'entreprise est supposée être plutôt à droite. Les gens de gauche n'aiment pas l'entreprise, ou en tout cas, ils aiment les petites PME malheureuses qui n'arrivent pas à joindre le debout. Mais dès qu'on a du succès, qu'on gagne de l'argent, et en particulier quand on est du CAC 40, alors là on est diabolisé, alors que notre CAC 40, enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter, c'est notre image dans le monde. C'est eux qui font travailler des milliers de PME, etc. Donc là, c'est plus l'entrepreneur, le manager qui est à droite, parce que l'entreprise... Voilà, elle a des syndicats, elle a des collaborateurs, oui, elle a des gens qui sont de sensibilité de gauche aussi. C'est vrai, mais dans l'esprit des hommes politiques et dans leur discours en tout cas, il y a le monde de l'entreprise. Alors entreprise, ça veut dire capitalisme, ça veut dire argent. J'aime pas les riches. Ça veut dire capitalisme financier. Ça veut dire certes entrepreneurs, mais ça veut dire des gens souvent qui ont réussi et qui gagnent de l'argent. Donc il faut les imposer à fond. On est dans un magma intellectuel et psychologique terrible. Des gens d'une classe politique qui ne connaît pas bien aussi ce monde de l'entreprise, qui la voit peut-être de façon un peu théorique, un peu lointaine. Alors, un monde qui, à gauche, ne connaît pas du tout l'entreprise, un gouvernement où il n'y a personne qui a été... personne n'a été dans l'entreprise à gauche. Pardonnez-moi, à droite, c'est à peine mieux. L'Assemblée nationale, on a un système qu'il va falloir changer. Il n'y a qu'eux qui retrouvent du boulot quand ils ne sont plus élus. C'est des fonctionnaires. Vous dites qu'il va falloir changer. Comment est-ce que vous changez ça? Alors, on a des idées, et je veux dire que le patronat aussi, il faut s'y mettre, parce que je pense que le salut viendra de l'entreprise. Et il y a un moment où si on veut qu'il y ait des chefs d'entreprise qui se présentent, qui s'engagent, il va falloir que les autres entreprises s'engagent plus ou moins à les reprendre après quand ils sont plus élus. Mais ça ne marche pas. Regardez Denis Père qui est un entrepreneur à succès, qui s'est dit « moi, en effet, je vais lancer un parti start-up pour essayer de reprendre des méthodes qui fonctionnent dans le monde du privé à la politique ».
bon, après un an, il laisse la main à Cavada et il s'en va à d'autres Alors, aventures. ce qui ne fonctionne pas, ce n'est pas tellement les méthodes de l'entreprise, parce que je pense qu'il en faudrait beaucoup pour régler nos problèmes de dette, Non, mais que etc. quelqu'un comme Denis Père, qui soit un entrepreneur qui C'est se normal. décourage au bout d'un an. Enfin, d'abord, c'est pas normal qu'il se décourage si c'est un entrepreneur, mais d'abord, il était quand même en Belgique. Il est revenu en France. Mais bon, tout le monde a le droit de voyager. Tout le monde a le droit de voyager. Il est arrivé en pensant que c'était la même chose et qu'il allait conquérir des parts de marché. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je comprends. Il n'a pas été modeste non plus. Oui, mais ça, c'est la politique aussi. Non, il n'a pas été Comment modeste. est-ce Il qu'on avait change qu'à un aller voir système aussi. politique sans les politiques ? Moi, j'ai jamais réussi à le voir. Parce que c'était pire qu'un ministre. Un ministre, on le voit, Denis Père, on ne le voyait plus. Donc, je veux dire, il y a eu une approche qui était un peu compliquée. Ensuite de ça, c'est pas ça, c'est que c'est pas le chef d'entreprise qui a échoué, c'est les nouveaux entrants. Le monde politique ne laisse pas de place aux nouveaux entrants. Et quel qu'il soit, si vous trouvez un jeune politique, il faut qu'il fasse ses classes. S'il n'a pas un parrain et qu'il ne se débrouille pas tout seul, il n'y arrivera pas. C'est dans le monde de l'entreprise. On a plein d'entreprises qui essayent d'éliminer la concurrence. Non, mais éliminer la concurrence, c'est normal. Mais vous êtes moi, j'y crois. Enfin, vous êtes entrepreneur et j'ai des exemples formidables autour de moi. Des types qui ont vendu des fromages sur les marchés à l'âge de 8 ans et qui aujourd'hui ont une merveilleuse agence de com. Je vois des types qui ont été balayeurs et qui ont essayé tous les boulots du monde. Et il a juste 5000 salariés et 450 points de vente en propre. Ça s'appelle Jiffy, tiens, au passage, j'ai pas de raison. Et donc, c'est pas vrai. Vous voulez entreprendre, vous vous y mettez, vous gagnez. Faire de la politique, non. Oui, ça marche pas de la même façon quand même. C'est un autre monde, une autre planète. Ouais. Alors, on va revenir au problème qui nous occupe, et en l'occurrence, Emmanuel Macron, vous l'avez cité, Manuel Valls, tous les deux ont essayé de lancer des ballons d'essai sur l'allocation chômage, l'allocation familiale. Stop, vous avez déjà dit le mot épouvantable, le ballon d'essai. Ça fait 15 ans qu'on nous balance des ballons d'essai. On lance une idée, mais c'est sous Sarkozy, c'était toute la journée comme ça. On lance un ballon d'essai, on voit ce qui retombe, tout le monde hurle, son propre camp a des problèmes, on essaie, on divise la mesure par 10 et on l'enlève après. Ouais. C'est pas possible, on fonctionne par ballon d'essai. Comment on réforme ce pays alors ? D'abord, il faut commencer par arrêter de dire ce pays. Je ne dis pas pour vous, parce que vous, c'est normal que vous le disiez, mais quand on est élu de la République, quand on s'est engagé en politique, on dit mon pays. Il n'y a pas chef d'entreprise, il n'y a pas un homme politique en France qui dise mon pays. Alors, comment on disent réforme ce notre pays. C'est pas le leur. Hein. Oui. Alors, comment on réforme notre pays ? J'ai peur qu'au stade où on en est, il faille une forme de révolution. Parce qu'on est actuellement en train de vouloir réformer par tranche de saucisson. Ce qui fait que les consommateurs de la tranche de saucisson en question sont dans la rue. Et que là aussi, on enlève. Quand on arrive à faire passer des réformes, regardez la manif pour tous. Beaucoup de gens étaient dans la rue. Ça n'a pas empêché le mariage pour tous de progresser. Oui. Donc parfois, quand même, on trouve le chemin. Parce qu'on n'a pas le pouvoir de bloquer le pays. Ce qui est terrible, c'est que les avions, ils bloquent le pays, les autoroutes, ils bloquent le pays, les chauffeurs de taxi, ils bloquent Paris. Il faut le pouvoir de bloquer. Les chefs d'entreprise n'ont pas le pouvoir de bloquer. Qu'est-ce que les qu'on bloque ? Alors, on pourrait ne pas payer la TVA, certes, je ne suis pas tout à fait pour ce genre de choses. Il y a des théories comme celle-ci, la grève des impôts ou la grève des chefs d'entreprise. Hein. Il y a eu un livre fait sur ce sujet par une si auteure vous saviez, américaine. Le jour où je ferai grève n'est pas arrivé. Je crois qu'il n'y a pas un chef d'entreprise capable de faire grève et de faire perdre de l'argent à sa boîte. Dans le camp du patronat, on n'a pas trouvé la bonne idée, en tout cas, pour réformer ce pays, sans passer par un bras de fer, un blocage. Alors, je vais venir un petit peu à la rescousse de l'organisme le plus haï de France, qui est le MEDEF, parce que cette inflexion du président de la République, le pauvre, entre guillemets, et ce changement quand même, certes, il y a eu l'Allemagne, certes, il y a eu les injonctions de Bruxelles, mais fondamentalement, je suis désolée, je l'ai vu à l'œuvre, j'y étais, c'est Macron et c'est Gattaz, un tout petit peu nous éthique, il faut être modeste, et c'est nous qui avons fait comprendre qu'on ne pouvait pas continuer à flinguer l'entrepreneur à bout portant. Donc, voilà, ils sont arrivés... Alors maintenant, il y a cette inflexion. Dans le discours, pas dans les actes. Ils essayent dans les actes. Ils se font flinguer par leur propre camp. Il y a des snipers partout. Et comment on fait dans les actes ? Est-ce qu'il faut faire payer l'Allemagne
Parce qu'il y a cette tentation des Français d'aller prendre dans la poche des voisins. On s'occupe, on se regarde le nombril pour une fois pour faire les réformes. On n'est pas les meilleurs. Notre modèle, il faut que tout change pour que rien ne change dans le Guépard. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut, quitte à accepter des grèves lorsqu'on est absolument sûr de soi, il faudrait que la droite, entre guillemets, je ne sais pas ce que c'est, ou le centre... C'est qui la droite pour vous alors? C'est qui votre champion chez Ethique en 2017? C'est Juppé, c'est Sarkozy, Le Maire, un autre? Une autre? J'en ai pas, hein. Je suis très embêtée. Je pense que d'abord, ils ont un ménage à faire chez eux avec leur parti. Le parti ne m'intéresse plus. Nous autres, chefs d'entreprise, nous avons notre propre parti qui est celui de l'entreprise. Ça ne nous intéresse pas ce qui va arriver à l'UMP. Alors, s'ils se débrouillent, tant mieux. À partir de là, il va y avoir vraiment un chef de l'UMP, un patron. Si le patron fait bien, c'est une chose pour le parti. Maintenant, après, il va falloir le programme. Le programme n'a rien à voir avec le parti. Et puis le programme, on nous en a tellement servi des programmes qu'on a une légère indigestion et que ce sont les actes. Et là, les actes, c'est difficile. Mais pour l'instant, on a 2 ans pour faire changer la mentalité française. Les Français sont plus en avance que les politiques et conscients des réformes qu'il faut faire. 63% des Français, j'ai fait faire une étude Opinionway, sont d'accord pour qu'on définisse quelles sont les missions régaliennes de l'État et qu'il n'y ait plus de privilèges aux fonctionnaires. Allez, on termine cette séquence avec 2 femmes. Christine Lagarde, ce n'est pas elle directement, mais elle représente le FMI qui revoit ses prévisions de croissance à la baisse, 1,3 en 2015 dans la zone euro. Ça vous inquiète, ça ? Je ne vois pas ce qui ne m'inquiète pas, nous sommes terrifiés. On est en train de creuser le fond de la piscine parce qu'on a touché le fond. L'Europe est un continent qui ne va pas bien, avec des pays très inégalitaires, avec un champion qui est l'Allemagne qui ne peut pas payer pour tout le monde, avec une Europe qui, comme modèle, a finalement des fonctionnaires et de la paperasserie et des règles, qui d'un certain côté nous oblige à évoluer, et ça c'est bien, qui de l'autre n'enthousiasme personne. Nous n'avons pas de projet pour l'Europe. Comment voulez-vous qu'on soit optimiste? Vous avez des pays émergents qui sont à pratiquement 2 chiffres de croissance. On fait des guerres pour la sécurité du monde, on n'est pas capable d'imposer la sécurité chez nous. Franchement, je ne suis pas optimiste. On voit ça. Ségolène Royal, 2e femme, qui veut taxer les sociétés d'autoroute plutôt que de taxer les poids lourds ou les usagers. Comment est-ce que vous réagissez à ça, ce fiasco de l'écotaxe? Alors, Ségolène Royal, elle a sauvé le président de la République. Pourquoi? Parce que je crois qu'après la grève des avions, c'est un sentiment personnel, mais après la grève des avions et le pays bloqué, un blocage des routes. On ne pouvait pas avoir un blocage des routes. Et je pense qu'elle a une intuition. Moi, j'ai pas mal d'admiration parce qu'elle a du caractère. Et il y a l'allumette qu'on craque. Et là, on nous bloquait les routes. On ne sait pas où ça allait. Ils ne sont pas en mesure de faire quoi que ce soit. Donc, attendre un peu pour voir le blocage et après céder, finalement, c'était presque pire. Elle a eu le courage de dire stop. Il faut savoir... Bravo, oui, elle est arrivée à un mauvais moment parce que qu'est-ce que c'est que ces sociétés d'autoroutes? Les autoroutes, on le sait, avaient été rentabilisées. Donc le péage, c'est bidon. C'était une machine à fric. Donc c'était pour que l'État encaisse et c'était pour faire payer les gens. Alors là où ça ne va pas, et on va le voir, vous verrez ce que je vous dis, mais c'est même pas ça, c'est une taxe indirecte. Et sachez bien que les contrats avec les sociétés d'autoroutes sont béton. Et que si on leur impose quelque chose de plus, ce sont les péages qui vont augmenter et donc c'est vous et moi qui allons payer. Bon, la double peine, hein. On va payer en tant que contribuable 1 milliard pour rembourser l'écotaxe et on paiera plus cher les transports sans doute. Voilà, pour cette séquence commentaire, on passe tout de suite à la séquence partage. Alors Sophie de Menton, on va partager avec vous cette aventure éthique. Comment c'est né? Comment est-ce que vous êtes retrouvée dans Ethique? Et peut-être même avant, nous expliquer pourquoi Ethique existe. Pourquoi est-ce que finalement vous n'êtes pas une sous-filiale du MEDEF? Qu'est-ce qui vous distingue? D'abord, alors, je vais vous dire, une sous-filiale de quelque chose, c'est pas mon truc. Je t'en ai une perche là. Hein. Oui. Et alors, Ethique a été fondée par le père de l'actuel président du MEDEF, qui était Yvan Gattaz, un type formidable qui a d'ailleurs qui s'entendait bien avec Mitterrand, qui lui a fait comprendre pas mal de choses sur l'entreprise et à qui on doit beaucoup. Et puis par le plus grand des hasards, un grand monsieur, oui. Ouais. Et par le plus grand des hasards, je me suis retrouvée candidate un peu sans le vouloir à la base à la tête d'Ethique.
Et j'ai été élue d'abord, que par des hommes. Donc je trouve que moi, finalement, je trouve que c'est très très bien d'être une femme, personnellement. De temps en temps, il faut le dire. Ensuite, comme j'ai repris ce mouvement, j'ai découvert en revanche, il y a eu plusieurs présidents entre Gattaz et moi, et j'ai découvert que ce mouvement perdait de l'argent, donc j'ai pris ça en main comme une PME, j'ai recouvert la dette en 2 ans, etc., ce qui fait que j'ai été réélue indéfiniment d'ailleurs depuis. C'est combien de divisions? Éthique, alors c'est une division, je dirais, avec des forces cachées, puisque nous avons quand même 16 fédérations qui adhèrent, donc c'est une grosse puissance derrière. L'UMM, par exemple, est membre éthique. D'accord. Et dans les adhérents directs, j'ai environ 300 entreprises. Alors, c'est le mouvement représentatif des entreprises françaises. Pourquoi? Parce que j'ai 5 boîtes du CAC 40, j'ai des boîtes de 2 personnes, j'ai des petites boîtes, j'ai des moyennes boîtes, et ce sont des gens à la tête. Qui ne trouvent pas au MEDEF Mon mauvais caractère et le fait que je dis tout haut ce que énormément pensent tout bas, y compris dans nos fédérations, qui disent, écoutez, vous ne connaissez pas, vous le dites, mais vous ne connaissez pas. Donc, comme je n'ai ni subvention, ni appartenance, ni ambition personnelle politique, je peux tranquillement vous dire tout ce que... Oui. Qui marche. Et qui a marché de plus en plus et dont nous avons besoin. Et il y a finalement une forme de respect. Je vais vous dire, on a des syndicats qui sont membres éthiques. On a la CGC, on a l'UNSA, qui trouvent ça bien parce que quand les gens disent vraiment ce qu'ils veulent et qu'ils vont au bout de leur pensée, il y a des syndicats qui le souhaiteraient aussi. Je crois que c'est un pari gagnant et que c'est aujourd'hui ce qui va nous tirer d'affaire. Et c'est pas aussi un risque un peu français de multiplier la division Moi, je ne multiplie pas du tout la division, puisque Éthique est membre du MEDEF, associé, et que quand je ne suis pas d'accord avec Gattaz, je le dis, que je ne suis pas en train de jouer, je ne veux pas de la place de Gattaz, loin de là. Je vais plus loin, et ça, il a bien compris, contrairement à Laurence Parisot, qui n'avait pas du tout compris, qui voulait qu'il n'y ait aucune tête en dehors d'elle, qui était très dangereuse, qui a miné le MEDEF. Aussi. Pardon? Rivalité féminine aussi. Voilà, vous voyez, vous êtes macho. Bah oui. Tout le monde est macho. J'ai rivalité. Si c'était un homme, j'aurais la même rivalité. Sexisme. J'aurais la même rivalité. Je ne suis pas d'accord avec les méthodes de Laurence Parisot. Alors, je suis désolée. En tout cas, le respect, elle l'avait accusé d'ailleurs, Pierre Gattaz, d'être un macho. Pas du tout. C'est l'attaque que tous les hommes prennent dans la figure quand ils disent des choses qui ne plaisent pas aux femmes. Bon. Faut vivre avec. Donc, où est-ce que vous en êtes éthique? C'est quoi l'ambition d'Éthique si on se projette un peu dans le quinquennat qui arrive? C'est une bonne question. L'ambition d'Éthique, c'est d'aider, de contribuer à créer les conditions nécessaires et suffisantes pour que les entreprises gagnent, se développent, que les entrepreneurs gagnent de l'argent et qu'on vienne entreprendre dans le pays. Les conditions nécessaires. Je ne veux pas de l'État qui s'en mêle. Nous sommes prêts à Éthique à aller beaucoup plus loin que tout le monde et à renoncer aux subventions. Nous avons 150 milliards d'assistanat en France et je compte l'assistanat aux entreprises dedans. Il va falloir arrêter. On nous prend de l'argent, c'est les Shadocks. On nous prend de l'argent et on va creuser un trou ailleurs pour le redistribuer. Donc, grosse révolution copernicienne. Et vous pensez que Éthique, comment est-ce que vous allez contribuer justement à faire prendre conscience d'une part de ce problème et ensuite essayer de changer les choses? Je contribue par un goût inné de la pédagogie, puisque j'ai même une collection chez Gallimard Jeunesse du monde d'expliquer aux enfants, où j'ai écrit un bouquin, L'argent, l'entreprise, l'Europe, etc. Pédagogue, parce que je vais souvent dans des médias pas aussi formidables que Décideurs, mais je vais quand même. Et que tous nos chefs d'entreprise sont toujours derrière moi, y compris quand je fais une gaffe, et ça peut arriver, ce qui n'arrive jamais aux hommes. Je crois qu'en plus, il y a une ouverture d'esprit. Je vais vous dire, j'ai un déjeuner avec des chefs d'entreprise et le président de la République le mois prochain. J'ai eu la chance de déjeuner avec Cazeneuve en tête-à-tête quand il était à Bercy. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans un clan politique différent. J'ai envie qu'ils arrivent. Est-ce que la force et la faiblesse aussi d'Éthique, c'est pas Sophie de Menton? C'est-à-dire que cette incarnation finalement depuis des années de ce mouvement, avec vos beaux côtés et puis votre image. On a une question d'une internaute qui dit Sophie de Menton, cette femme parle trop pour être prise au sérieux. On vous le reproche aussi, cette surexposition médiatique. Oui. Elle a certainement raison, mais c'est une qualité et un défaut. Et pour l'instant, dans la croissance de nos idées, dans la pédagogie, dans le fait d'arriver à convaincre la classe politique,
C'est plutôt la qualité qui l'emporte, mais je suis d'accord. Simplement, je pourrais dire à cette auditrice que, par exemple, dans les médias, on me dit « Envoyez-moi un chef d'entreprise qui ?» On cherche pendant une journée. Non, vous comprenez, je ne peux pas m'exposer, je ne peux pas dire ça, je ne vais pas y aller. Donc, allez-y, ceux qui nous écoutent. Je veux dire, vraiment. Vous pensez, après Sophie de Menton, à la succession, quelqu'un est là pour reprendre le flambeau? J'y pense tous les jours à la succession, parce que la succession, c'est en même temps... nos chefs d'entreprise, je veux dire, c'est eux qui pensent, c'est eux qui bossent, c'est eux qui fournissent les éléments. Dès qu'il y aura quelqu'un qui se présentera, j'en serai enchantée. Mais au-delà de ça, même former un dauphin, l'accompagner, parce que sinon, non, c'est pas votre truc. Non. Une dauphine. Non, mais j'ai pas besoin de former qui que ce soit, ils sont très forts. Un mot sur J'aime ma boîte. Bah, J'aime ma boîte, vous voyez, par exemple. C'est dans le giron d'éthique. Non, j'ai monté ça il y a... Alors, vous voyez, justement, j'ai monté ça il y a... C'est la 12e année cette année et je veux passer la main à tout prix. Je trouve que là, j'ai trop parlé sur le sujet. Elle va être contente, cette dame. J'ai trop parlé sur le sujet. On me dit, mais non, mais allez-y. Donc, il y a Sophie de Menton qui a créé J'aime ma boîte. Je veux plus ça. Et pour la première fois cette année, il y a un chef d'entreprise, Philippe Genesté, qui a été un partenaire incroyable, qui a fait une chanson avec les Gypsy Kings, Manolo, et qui a, c'était sur lui les projecteurs. J'en veux pas, mais vous savez, les médias sont terribles. On les envoie, il faut les envoyer dans les boîtes pour voir quelque chose qui se passe, et puis il faut que ça leur plaise, etc. Donc oui, je vais céder la main sur J'aime ma boîte. Et c'est quoi? C'est une entreprise? C'est mon entreprise. C'est non lucratif, ça rapporte de l'argent? Oui, ça rapporte de l'argent depuis le premier jour, parce que je ne sais pas faire les trucs qui perdent de l'argent, ça m'angoisse. D'accord, donc vous cherchez à vendre clairement un mais appel, pas cher. Une petite annonce lancée, voilà, à ceux qui nous regardent, pas cher. On va passer à la dernière séquence qui vous concerne plus directement, la séquence J'aime. Sophie de Menton, une dernière séquence sur qui vous êtes, ce que vous aimez, sur vous, hein, la femme d'entreprise. Et c'est vrai que vous avez vraiment ce tempérament, cette énergie qu'on vous reconnaît. Vous avez entrepris très jeune, 22 ans, vous créez votre boîte. Hein. Oui. C'était un hasard ou c'était un choix? C'était un hasard, comme tout ce qui m'est arrivé, mais il faut transformer le hasard en choix. Et je pense que les plats passent tout le temps. Tout ce qui m'est arrivé d'assez étonnant, dont cette chanson J'aime ma boîte, qui est formidable avec les Gypsy Kings, avec Manolo plutôt, la voix des Gypsy. Je l'ai rencontré à la montagne par hasard, j'ai parlé, j'ai dit « Oh, et vous ne me feriez pas une chanson ?» Il a dit oui, il m'a dit « Écris-moi les paroles ». Enfin, c'est une histoire, je pense qu'on a en soi le goût d'entreprendre et on peut être intrapreneur dans sa propre boîte. Donc voilà, j'ai monté ma boîte parce que j'avais des enfants, que j'avais j'avais une licence d'anglais et j'ai voulu travailler à la maison, à l'extrême limite, et j'ai fini à 800 personnes. Donc voilà, et c'est souvent le cas des femmes d'ailleurs. Qui se mettent à leur compte, entre guillemets, ce qui est un très beau mot, ou qui créent une entreprise pour s'occuper de leurs enfants. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent si c'était à refaire? Si c'était à refaire, j'aurais un journal ou une maison d'édition. Oui, plutôt un journal. J'aime l'écriture. Parce que vous voyez, cette dame trouvait que je parlais trop, elle a raison, mais j'écris aussi. On pourrait vous lire, oui. J'écris. D'accord. Et j'aime écrire et j'aime les mots. Donc si c'était à recommencer, ah non, j'adorerais avoir un journal. Une émission de radio, j'aime beaucoup. C'est facile maintenant, à l'âge d'Internet, vous pourriez ouvrir votre blog. Oui, j'ai un compte Twitter où je m'amuse d'ailleurs. Les blogs, j'aime bien que ça reste, j'aime bien travailler l'écrit. Et le problème des nouvelles technologies, c'est qu'on a souvent un vocabulaire, des mots, un style qui n'est pas terrible. Un blog, ça... Oui, c'est vrai, il y a des beaux blogs. Ça peut être archivé, justement, permettre d'ouvrir les archives plus facilement. J'en ai un d'ailleurs. Ouais, un journal, ça prend la poussière aussi. Ouais. Bon, donc vous auriez aimé être une femme de presse, en fait. Oui. C'est peut-être pas trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Et d'ailleurs, oui, je contribue un petit peu au site Atlantico, par exemple, où j'écris très souvent. Oui. Bon. Il y a des choses que vous aimez ou que vous n'aimez pas en dehors du boulot. Comment vous changez les idées? Comment est-ce que vous
vous Je me change débranchez. les idées très facilement, je débranche très vite, mais je me rebranche très vite. Je suis très réactive, ce qui est un défaut aussi, parce que il faut de temps en temps essayer de prendre du recul et ne pas réagir à l'emporte-pièce. Ce que j'aime, c'est le sport. Quel type de sport? Je joue au tennis beaucoup. Je marche en montagne. Je fais un peu de gymnastique régulièrement. J'aime ma famille, mes enfants, mon chien, lire, aller au cinéma. Des choses classiques, somme toute. Il n'y a pas Oui. de choses du saut Chocolat. élastique. J'ai Chocolat, ça monté le reste- club des croqueurs de chocolat il y a déjà longtemps. Ouais. Passion pour le chocolat. Et justement, Le ski. c'est une façon, le sport, ces clubs, ce réseau qui est au cœur de votre ADN, en fait. C'est comme ça qu'on fait des affaires, qu'on rencontre des gens, Pas du tout. qu'on échange. Je n'ai pas d'amis dans ma vie professionnelle. Maintenant, je commence à avoir des gens que j'aime vraiment beaucoup, mais il ne viendrait pas à l'esprit de partir en vacances avec eux. Je n'ai jamais eu d'amis dans ma vie professionnelle. C'est de se faire Ni très d'ennemis tellement. Il y en a certainement qui m'aiment pas du tout, mais l'avantage, c'est que je suis incapable de partir en vacances avec quelqu'un en me disant je vais lui vendre quelque chose. Je suis une vendeuse dans l'âme. Oui, bah, il faut quand on a son entreprise. Oui. Un conseil que vous donneriez à un jeune garçon, une jeune fille qui veut entreprendre aujourd'hui ou qui veut prendre des responsabilités dans l'entreprise? Je lui dirais d'avoir confiance en lui-même, de ne pas avoir peur de vendre. Parce que c'est incroyable, on n'aime pas ça en France. Vous dites oui, c'est normal. Pas du tout. Non, je parle pour un chef d'entreprise. Enfin, c'est même Ah non, mais un pour tout le prérequis. monde. Si vous me demandez un conseil à un jeune, c'est de vendre et puis d'avoir ce regard d'entrepreneur. Je sais que j'ai eu une histoire merveilleuse par rapport à ça. J'étais avec Alexandre Couvler, qui était un patron d'aviation formidable. J'étais très impressionnée. Je voulais lui vendre un centre d'appel et il m'invite à un petit déjeuner au Flore à Paris et je demande un œuf coq. Et on dit, Madame, l'œuf coq prend du temps, les œufs ne sont pas arrivés. Et je le voyais qui commençait à devenir fou. Et il a dit, est-ce que je peux aller à la cuisine ? Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait, aller commander un œuf ? Il est allé à la cuisine, il a dit, mais les œufs, vous les commandez, vous les avez à quelle heure ? Et le pain arrive à quelle heure ? Et comment ça se fait que ce soit si long ? Il a racheté le Flore après? Il n'a pas racheté le Flore, il ne pouvait pas s'empêcher de comprendre pourquoi l'organisation ne fonctionnait pas. Ouais. Ça, Et c'est j'ai trouvé ça, et je suis un peu comme ça. le virus du patron. Ah oui. Et comment est-ce qu'on apprend à vendre alors? Parce que vous dites, voilà, il faut aimer vendre. On n'apprend pas. J'ai peur que ce soit parce que je vendais des pâtés et des coquillages sur la plage, donc on ne me l'a pas vraiment appris. Je pense Ça qu'il peut y a se le goût de la cultiver. conviction. Je pense qu'il y a le respect de la vente. Alors si ça, oui, nous avons un pays où ce n'est pas bien. Ah non, moi j'ai reçu des jeunes, un directeur commercial une fois pour le poste, qui dit non, mais je suis surtout un bon acheteur. Et Bernard Tapie m'avait dit un jour, j'avais dit mais comment vous achetez vos entreprises comme ça? Il m'a dit, parce que je suis un vendeur. Et il a dit cette phrase formidable, je me vends comme le meilleur repreneur. On pense qu'on veut de Tapie, mais il y a des leçons à prendre là-dessus. Une école de management Bernard Tapie, Sophie de Menton. De vente. De vente. De vente, absolument. Merci Sophie de Menton, en tout cas, de nous avoir rendu visite. Merci pour ces points de vue que vous avez partagés avec nous. C'était donc votre tribune des décideurs. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.